Anton Algost sur Discord. Donc je, je ne vous le présenterai après et on va commencer incessamment sous peu. En tout cas, je suis très très heureux d'être avec vous ce soir et on commence ça tout de suite. Hello hello. Alors pour le moment, Allô, allô? les gens ne te voient pas encore en live. Je fais mon petit schmilblick, j'ai qu'un seul écran, c'est terrible. Et bon, c'est pas grave, on n'est pas à 5 minutes près. Voilà, normalement les gens t'aperçoivent. Normalement, on va pouvoir commencer à discuter. Je vais Yes. laisser un petit peu le temps au temps pour que le stream se Ouais, prépare. moi j'ai balancé les petits tweets, les petites stories Insta et tout, essayer de ramener Ah, ça rigole pas. des gens. Bah non, mais en vrai, c'est cool quoi. Bah non, mais en vrai, ça m'a fait trop trop plaisir que tu acceptes et que tu répondes du coup à mon petit questionnaire à l'époque pour les nouveaux profils avec lesquels je pourrais discuter. Ça, Yes. c'était vraiment genre super cool. Est-ce que sur le chat, on peut me dire si on entend bien, si on l'entend bien, si on entend bien Anton? Anton C'est Algost, tu préfères ça. que je t'appelle comment? Comme tu veux, hein, du coup, parce qu'on va parler à la fois pro et à la fois hobby, donc effectivement, C'est vrai, c'est vrai, vas-y. c'est vrai. Enfin, je masque pas vraiment mon prénom sur Internet, donc genre, J'ai pas eu trop de difficultés à le trouver pour le coup, donc oui, ça c'est voilà, vrai. donc je Bon, veux dire, c'est pas comme si c'était une info classée secret défense, quoi. bah écoute, en tout cas j'ai l'impression que Euh, ça fonctionne parce que j'ai pas reçu de message comme quoi on t'entendait pas. Donc est-ce que tu ouais. pourrais très rapidement te présenter en quelques mots, expliquer aux personnes qui sont présentes ce soir qui es-tu? Quelques mots, je vais essayer d'être concis, parce que je peux être un peu bavard. Du coup, donc moi je m'appelle Anton, j'ai 26 ans. Je suis actuellement game director pour un jeu vidéo indépendant qui s'appelle Dice of Olympus, qui n'est pas encore sorti. Et comme le titre du stream l'indique, enfin, je le suis encore un peu, parce que j'y étais il y a 10 minutes, un quart d'heure. Commentateur de StarCraft 2, donc anciennement pour Gaming SC2 qui a fermé. Là, du coup, pour le projet d'après qui a émergé, qui est le Comeback TV. Donc, voilà, c'est grosso merdo. Et du coup, je suis aussi un peu vulgaire, excusez-moi pour ça. Oh, ça, c'est pas grave, je pense qu'on est entre nous ce soir, y a pas de souci. Voilà. Tu peux te permettre rapidement, du coup, je rebondis un petit peu. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu quel est le concept de ton jeu, rentrer un peu dans les détails, nous expliquer pourquoi tu as Mhm. décidé de prendre cette direction après ton métier de streamer? Voilà, nous faire un petit récap sur ton Euh, parcours peut-être pro. ouais, ça marche, ça marche. Il y a plein de questions, mais en gros, donc Dice of Olympus, c'est un jeu à base de dés personnalisables, en fait, donc qui prend place dans la mythologie grecque, du coup, comme vous l'avez compris avec le titre, où en fait, vous allez, au lieu de personnaliser un deck de cartes, vous allez personnaliser les faces de dés à 6 faces. En fait, vous allez avoir 5 dés 6 faces, donc vous avez 30 faces. Vous pouvez mettre vos sorts dessus pour créer votre gameplay, vos synergies que vous un dieu qui est différent et qui a ses propres classes, enfin ses propres faces, ses propres spécificités. Et ensuite, vous allez pouvoir jouer soit en solo, soit en multijoueur aussi, du coup, contre des monstres, contre l'IA ou alors contre d'autres joueurs sur un ladder. Hem, du coup, le projet, enfin, tu veux que je fasse l'historique un peu du projet? Ah, moi je suis très très chaud, hein. Pour le coup, là je Exactement. suis absolument plongé dans le projet, donc tu peux y aller. Donc en gros, moi j'ai fait une école d'informatique, de programmation, et en fait, à la base, c'était on doit soumettre un projet qu'on doit réaliser, enfin qu'on doit commencer à réaliser en troisième année et le terminer en cinquième. Voilà, donc c'est un projet assez long, assez conséquent parce que ça dure 2 ans. Et nous, on avait proposé l'idée de Dice, la prémisse de Dice of Olympus, qui du coup à l'époque, on n'avait pas trop de noms. On savait que c'était un jeu de dés. On avait quelques trucs, mais du coup, chez nous, en interne, on l'appelait Dice Whatever. Tu vois, c'est genre, ouais, c'est Dice quelque chose, donc, Dice Whatever, tu vois. Ouais, je vois, je vois. Et on l'avait présenté à la direction, et la direction de l'école l'a refusé parce que c'était un jeu vidéo et qu'ils avaient eu de mauvaises expériences avec les anciens étudiants qui avaient fait un jeu vidéo. Mhm. Donc, bah, l'équipe s'est split. On est partis tous chacun de notre côté rejoindre d'autres projets, mais moi j'ai vu l'idée qui n'est pas la mienne du coup, qui est celle d'un bon pote à moi, euh, qui s'appelle Maxence, Plou aussi, qui travaille sur un autre jeu vidéo qui s'appelle Promenade. Voilà, j'en place une pour lui. Et du coup, j'ai fait, bah, est-ce que je peux prendre l'idée, le concept, et me l'approprier et la faire de mon côté et tout. Et il m'a répondu, bah oui, parce que vaut mieux que le jeu existe sous une certaine forme qu'il n'existe pas.
tout court. Donc j'ai commencé, ça c'était en 2017. J'ai commencé à travailler dessus avec un ami, qui m'avait pris en tant que stagiaire. Donc lui, c'était mon maître de stage, mais c'était un ami. Donc on avait commencé à travailler sur une version web qui marchait en navigateur, en multi, ça marchait. Mhm. Et on a passé, je crois, 4 ou 5 mois pour la faire. Et à la fin, on a dit: «Bon, c'est sympa, mais on s'emmerde rapidement». Donc on est parti sur une, 2e version, cette fois sur Unity, parce qu'avant c'était juste en web, donc avec, HTML, CSS, et JS. Et du coup, on est passé sur une version web, donc j'étais en alternance avec lui cette fois. J'ai toujours réussi à griller mes stages avec lui, parce qu'ils ont pas forcément un truc à faire, mais bon, moi, c'était cool. Donc là, j'ai commencé à apprendre Unity en autodidacte. Hem, on a commencé à faire cette, 2e version, du coup, Mhm. enfin, on continuait à faire ça. On travaillait un peu sur notre temps libre, genre le lundi soir, c'était, soirée DICE, on travaillait, là-dessus. Jusqu'à avoir une version, qui nous convenait pas mal, on a lancé une alpha privée en mars 2020. Il y a un trailer qui existe sur YouTube de ce lancement-là, avec, d'anciens graphismes, et tout. Donc on avait lancé ça, à 2, avec le peu de notoriété, parce qu'en parallèle, moi je fais du cast pour StarCraft 2. Mhm. Du coup, je fais mes études, du cast et DICE. Je faisais 3 trucs en même temps. Tu n'avais pas peur, quoi, du coup. Ouais, bah, je faisais les trucs qui me faisaient kiffer, quoi. Juste, je me faisais grave plaisir. Donc, on lance cette version-là, on fait des petits tournois, des petits streams et tout, c'est cool, c'est plaisir. Mais, c'est pas hyper bien codé. C'est, mal, architecturé. Si tu veux rajouter un truc dans le jeu, tu as quand même 9 chances sur 10 de le péter en le faisant. Parce qu'on n'avait pas en fait, plus on développait, plus on se disait: «Putain, il faudrait qu'il y ait ça dans le jeu, il faudrait qu'il y ait ça». Enfin, il y a toujours des nouvelles idées qui pop. Et hélas, l'architecture était sympa, mais était pas non plus, dingue. Et du coup, dans ma carrière, enfin dans mon cursus, plutôt, d'études, j'ai passé 1 an à Berlin, et j'ai rencontré une personne qui s'appelle Nicolas, Constanti, et qui lui, voulait à fond travailler dans le jeu vidéo comme moi. Et je lui ai dit: «Bah, peut-être qu'on peut le recruter», parce qu'en plus, enfin, genre, c'est un codeur, c'est un des meilleurs codeurs que je connaisse. Genre, enfin, il est plus fort que moi et tout, je sais qu'il est vraiment passionné et tout, alors que moi, je peux être un peu parfois slacky et être, intéressé par, d'autres choses que le code et compagnie. Ouais, complètement. Et du coup, je lui ai dit: «Bah, ça peut être super bien de l'avoir dans l'équipe». Du coup, je lui ai proposé ça, on a commencé à travailler à 3. Le problème étant que, donc, Thibaut, avec qui la personne j'avais créé le jeu, n'avait plus autant de temps à investir dans le jeu, parce il venait d'acheter une maison, donc il avait un emprunt, donc il fallait absolument qu'il travaille pour, rembourser son emprunt. Enfin, il avait d'autres, problématiques que Nicolas et moi, qui venons de sortir d'école, n'avions pas. Et du coup, ce qui devait arriver arriva, on se prend la tête, on s'engueule, moi je demande à Thibaut de partir du projet, enfin grosso merdo je lui dis ça, parce que je lui fais: «Beh là tu es pas avec nous, avec Nicolas, on se dit: "OK, nous on s'y met, mais on s'y met à fond"». Donc on travaillait plus de 10 heures par jour, tous les jours sur le jeu, même le samedi. On voulait que ça patate quoi, on voulait que ça avance, que le jeu il fasse ça. Et du coup, bah, ouais, Thibaut il était jamais là, enfin il était jamais là, il avait pas autant de temps. Et du coup, voilà, ça faisait qu'il y avait 2 vitesses, c'était compliqué. En plus, c'était, période 2021 environ, enfin 2020-2021. Il y a le covid, j'ai des problèmes personnels avec mon ex-copine. J'ai des problèmes professionnels avec Dice. Enfin, genre, c'est vraiment une pire période, de ma vie. Hmm. Et du coup, Thibaut se retire du projet et du coup, il y a plus que moi et Nicolas. Et du coup, on fait: «Bon, bah, enfin, continuons dans notre lancée». Du temps passe un peu, on fait des salons, enfin on présente le jeu à la Gamer Assembly, on va à l'Adon, salon professionnel, l'Adon, qui se passe à Rennes, pour présenter DICE à des éditeurs. Là, on se prend, que des claques. Enfin, genre, c'est vraiment genre, on le présente à 4-5 éditeurs et tous les 4-5 ils disent, «Non, non, non, on vous signera pas». Merde, ouais. Alors que nous, on a travaillé pendant plus d'1 an et demi, 10 heures par jour, 6 jours sur 7 sur ça. Hmm. Enfin, et
En fait, quand Nico revient, j'ai oublié de le mentionner, j'ai fait un trou. Quand Nico revient, du coup, on recommence le jeu pour la troisième fois. Parce que du coup, on fait voilà, Nico, il a beaucoup plus de connaissances en architecture et il dit bon, en fait, genre, c'est plus rapide de recommencer à zéro sur de bonnes bases que d'essayer de mettre, d'essayer de mettre des pansements par-ci par-là. Donc, on recommence le jeu. Voilà, c'est bien, c'est genre nouvelle base, nouvelle équipe entre guillemets. Et du coup, en plus, il apporte ses nouvelles idées. Donc voilà, il y a une dynamique qui se lance, on est motivé comme jamais, on y va à fond. Et voilà, et 1 an après, on se prend des gros tollés. Je me souviens, la première fois qu'on va voir un éditeur et qu'on lui présente DICE et tout, on lui ouvre le laptop, on lui parle et tout. Et cette personne-là est très très gentille et tout. Très intéressé, enfin, on pose des questions sur le projet, donc tu es en mode genre c'est cool, le mec il challenge, il pose des questions pertinentes et tout, c'est intéressant, on a une bonne discussion. Et il dit ouais, bon du coup par contre je pense pas que je le signerai pour vous. Et Ah là, merde, grosse je peine. me prends je me prends comme dans les jeux vidéo, dans les Call of Duty et tout, c'est quand tu te prends une flash, tu sais, ton écran merde, il fait des petites vagues, ton oreille interne, elle siffle. Tu vois, genre là, je me prends vraiment le coup de massue, genre ça fait pip et tout. Je suis genre, je suis en train de, je me sens pas bien quoi. J'ai des sensations dans le corps que j'ai pas, tu vois. Genre, j'ai travaillé 1 an et demi sur ce truc-là. Je suis un peu confiant quand même. Enfin, je suis même plutôt confiant dans mon projet. Je le présente et je me prends une grosse claque. La première, donc c'est celle qui fait le plus dur. Je me prends ça et ça fait mal. Et après, bon, quand c'est le deuxième, troisième, cinquième, bon, tu t'habitues Ouais. au truc et là et du coup on présente ça, on se prend des noms, du coup on continue à travailler un peu sur le projet. Là j'ai revu Thibaut depuis, notamment au Stunfest, je me suis excusé parce que moi vraiment j'étais pas fier en fait de mon attitude. C'était effectivement lié au fait que ça allait mal professionnellement et personnellement et tout. Mais je me suis quand même, excusé auprès de lui. Il a dit: «T'en fais pas, je comprends, ce que tu as traversé, je l'ai aussi traversé moi aussi dans mon expérience, passée et au final on s'entend très bien maintenant». Parce que voilà, moi j'avais peur de d'avoir perdu un ami en fait ce jour-là en lui disant, «J'aimerais que tu t'en ailles du projet parce que tu nous ralentis plus qu'autre chose», quoi. Enfin, j'ai pu avoir ce genre de phrase qui est très, très dur à dire quand vous le dites à la personne qui vous a accepté en stage à de multiples reprises, qui vous a payé, qui vous a accueilli chez vous et tout. Enfin, vraiment, je me suis senti comme une grosse merde et mais je suis content qu'on ait réussi à renouer contact et que ça se passe mieux. Ouais. Et là, en gros, donc on est le depuis septembre, on a envoyé tous les emails à des éditeurs pour essayer d'avoir du financement. Parce qu'en fait, au mois d'août, 2022, j'ai un peu pété un câble, en disant en fait: «Bah, moi j'ai commencé ce projet en 2017». En fait, alors j'étais pas full time, tu vois? C'était genre 4 mois de stage, par-ci, que du temps le soir par-là. Hmm. Mais ce truc commence à me prendre la tête, en fait. Et plus tu parlais avec des éditeurs, plus je comprenais qu'en fait, certes, le jeu avait des soucis, mais son problème, c'était son genre, qui était le genre de stratégie, avec beaucoup de mécaniques, un peu pour les barbus, les mecs qui kiffent Magic, Yu-Gi-Oh! Et compagnie. Et que c'est le premier jeu d'une première équipe et que du coup, bah, en fait, enfin, genre, c'est le genre de barrière Hmm. que tu arrives pas à relever, aussi Ouais, c'est simple, quoi. compliqué. Enfin, il y a des mecs, qui font leur premier jeu et qui trouvent, éditeur et tout, je dis pas ça. Mais bah, pour nous, en tout cas, ça avait l'air d'être, un no-go, total. Hmm. Donc on a quand même terminé le pitch deck qui est du coup le document qu'on envoie à des éditeurs en leur présentant le jeu avec le planning, le budget et compagnie, de façon à pas avoir de regrets. Donc là, le mois de septembre, j'ai shooté tout ça et on n'est pas à l'abri que quelqu'un dise oui, parce que c'est des processus qui prennent longtemps. Souvent, ça prend quasiment 1 mois avant qu'un éditeur te réponde, sauf si, ça ne rentre pas dans la ligne éditoriale. Heu et du coup, on a shooté ça, on part du principe que tout le monde dira non et du coup, moi, j'ai envie de faire autre chose de ma vie, en 2023 et du coup, on a planifié le fait de sortir le jeu dans une version light, moins chère, avec moins de choses, dans l'année 2023. On vise le début d'année 2023, mais
peut-être qu'on n'arrivera pas à faire tout ce qu'on veut faire. Parce qu'il faut quand même qu'il y ait Évidemment. un socle assez conséquent pour, pouvoir le pricer, sans non plus le mettre, super cher, mais pour que ça vale Mm. le prix qu'on le met. Et en fait, on a aussi un petit peu peur du review bombing Ouais, sur Steam, en fait. Genre moi, moi, j'ai pas moi envie aussi. d'allumer mon PC et qu'il y ait des mecs qui disent, «J'ai payé 110 balles, ou 5 balles, j'y ai joué 1 heure, il y a pas assez de contenu, relou, je demande à me faire rembourser, review négatif, quoi. Mm. Genre, c'était déjà très, très compliqué dans ma tête de faire le deuil, de me dire: «Mon premier jeu, donc la première fois que des gens vont voir mon travail professionnellement, ça sera pas aussi bien que je voudrais». Genre ça, c'est déjà un truc qui est assez dur, après avoir passé 5 ans de ma vie, genre plus ou moins. Genre, me dire qu'au final, j'ai un peu perdu du temps finalement, enfin, Mm. il y a plein de questions qui te traversent l'esprit quand tu fais ça. Et du coup, voilà, j'ai pas envie, je vais sortir un truc dont je serai, fier, mais avec toujours de l'amertume. Et du coup, j'ai pas envie d'avoir en plus des mecs, parce que la communauté Steam peut être un peu, énervée parfois à dire, «Mais franchement, tu casses les couilles, c'est 10 balles, pour 15 balles, ou 20 balles, j'ai Hades ou Hollow Knight, donc ton truc à 10, tu gentil, mais non merci, quoi». Ouais, ouais, Bah genre, déjà, 10 balles pour un jeu, c'est très très peu cher. Du coup, en fait, il y a deux points que tu as identifiés, c'est que c'est un jeu de niche, parce que c'est un jeu de stratégie très spécifique, et à côté mmh, de ça aussi, du coup, la vraie difficulté, c'est qu'en tant que développeur indépendant, tu es un peu pris au piège de devoir trouver un éditeur pour gagner de la visibilité. C'est beaucoup ça, en bah, fait, le souci. c'est ça, moi, parce qu'on on le sait de nos jours que le problème, c'est limite pas de faire le jeu, même si ça en est un en soi, mais le problème, c'est de sortir de la masse des jeux parce qu'il y a environ 30 jeux qui sortent sur Steam, chaque jour. Donc, moi, enfin, je suis littéralement personne. Il y a des gens qui me connaissent via StarCraft et tout. J'ai déjà, serré quelques paluches et compagnie. Mais, in fine, genre marketingment parlant, je vaux que dalle. Et du coup, nous, on voulait un éditeur, donc à la fois pour avoir la localisation, avoir des salaires, Ouais, mais aussi pour complètement. la force marketing, en fait. De dire: «Bah, nous, notre jeu, on aimerait bien l'avoir en Russie, on aimerait bien l'avoir en Chine. J'aimerais bien, me lever un matin et avoir une pub, d'Ice of Olympus sur mon Facebook», ou je ne sais quoi, quoi. Ou avoir un portage jeu Switch, par exemple. Ce genre de truc, moi, si je veux mettre mon jeu sur Switch, j'ai littéralement aucune idée de à qui je dois parler et comment je le fais. Enfin, donc, on voulait avoir une expérience avec un éditeur, on voulait plein de trucs, hein. Ça, je peux, mais in fine, on n'aura pas ça. Donc on va essayer de faire du mieux qu'on peut, c'est aussi compliqué de garder la motivation. Depuis, 2017, là, je sais que j'en suis à un stade, quasiment d'amour-haine avec mon jeu où j'ai du mal à m'y mettre. C'est pour ça que, plutôt que d'essayer de travailler 7 heures ou 7 ou 8 heures par jour, en traînassant des pieds, en me disant, «Casse les couilles», tout ça, je prends du temps pour moi. Souvent je stream, soit le matin, soit l'après-midi, soit le soir, quoi, ça dépend de ce que je fais. Et en fait, j'essaie de travailler, 4 ou 5 heures sur Dice, Ouais. mais par contre, c'est des heures ultra ultra productives, quoi. C'est genre, je prends Mm. mon téléphone, je le jette, je le mets dans la pièce d'à côté, genre j'ai Ah aucune ça, distraction. complètement, ça on y Et reviendra parce que ça va être tellement compliqué voilà, de quoi. travailler, de se focus sur son projet perso. J'ai deux questions déjà parce que ce que tu dis quand même Bah, si. inspire beaucoup. La première, c'est Kaito qui te demande est-ce que tu éprouves du regret ou est-ce que tu arrives quand même à avoir du positif dans ce projet-là? Enfin, comment du coup est-ce que tu perçois? Est-ce que tu le perçois Mmh. comme un échec ou est-ce qu'au contraire tu vois ça comme une sorte de progression itérative qui te permet d'atteindre peut-être un jour la possibilité, la capacité de sortir un jeu? C'est hyper dur. Enfin, c'est une super bonne question, mais je suis même pas encore sûr de l'avoir répondu totalement. Alors, je vais juste répondre à un instant T, voilà ce que je pense. J'ai beaucoup de regrets, parce que du coup, des erreurs ont été commises dans cette gestion de projet, mais c'est facile à dire en fait avec, du recul. Tu te rends compte de où est-ce que tu as merdé, où est-ce que tu as mal priorisé, qu'est-ce que tu aurais dû faire par-ci, ceci, cela. Et à la fois, je suis fier parce que, quand je regarde les documents qu'on a produits, quand je vois quand il y a des gens qui jouent, hein, mine de rien, quand en 2020, il y a des gens qui se sont mis à jouer à mon jeu, à le streamer et tout, j'étais Ça genre c'est trop cool roi ça. roi du pétrole, quoi, genre. Tu m'étonnes. Moi, on avait pu organiser un tournoi avec la communauté et genre c'est moi qui l'avais casté et tout. J'étais genre: «Mais je suis sur un petit nuage». Ça Et va être tellement stylé. là, en ce moment, je suis plus en train de remonter la pente des regrets pour me dire: «OK, fais ton deuil, ça sera pas champ max,
mais oublie pas que ton but, c'est quand même de faire un bon jeu. Tu as appris tellement, heu là, enfin, cet après-midi, je designais des sorts et du coup, je suis en mode genre: «Ah, c'est cool quand même». Genre, c'est C'est vraiment stylé. sympa, tu Ouais. vois? Genre, après bon, ils sont après il y a la 2e partie qui dit: «Est-ce que ce sort, il est pertinent? Est-ce qu'il est pas mal équilibré?» Enfin, il y a une liste de questions, à qui suit, mais tu es quand même en train de te dire: «Eh, une boule de feu, ça doit faire 5 ou 7 points de dégâts?» Tu Mais vois? alors, Et c'est sympa ça. ce qui est assez rigolo aussi, c'est que tu parles souvent. Du coup, Kaito te dit que ça se sent que tu es motivé par le projet d'ailleurs et que le positif va venir. Et juste avant de rebondir sur une autre question que je viens d'avoir, j'ai le sentiment aussi que tu soulignes un point très important qui est qu'on vise toujours un peu la perfection. Je suis le premier aussi quand j'ai voulu Mmh. lancer ce stream enfin, dans un premier temps en 2021, je voulais absolument que ce soit parfait, etc. Et en fait, Ouais, bien finalement, sûr. on repousse toujours la date, la date de lancement par peur en Mmh. fait des critiques, mais également bah, de ne pas avoir son projet parfait. Mais en fait, est-ce que la perfection existe vraiment? C'est une vaste question et je pense qu'au contraire, ton jeu, ne serait-ce que par son existence, aura déjà le mérite d'être là sur le marché et de proposer un nouveau type de gameplay. Ouais, bah, ça, j'en ai parlé, un peu, en fait, avec, d'autres développeurs, donc Thomas, Altenberg, j'ai peut-être écorché son prénom, mais la personne qui a créé, Scourgebringer, notamment, et avec, Doggero, que vous connaissez de YouTube ou de ses jeux Buisson et l'Arcin Laser. Parce qu'en fait, à un moment, je me suis levé et je me suis dit genre, «C'est pas possible, genre l'émotion que j'ai d'être perdu dans mon premier projet, de pas savoir quoi faire, il y a d'autres développeurs qui l'ont connu et j'ai besoin d'avoir, de l'aide et d'avoir de chercher des feedbacks avec d'autres personnes. Genre, j'ai besoin d'une tape sur l'épaule, j'ai besoin d'un mentor qui me dit, «T'en fais pas, moi j'ai fait 5 jeux de merde avant que ça prenne». Enfin voilà, j'avais Hmm. besoin un peu de m'ouvrir l'esprit et du coup, je suis allé les voir et ils m'ont dit, «Bah, moi, mon premier projet, effectivement, moi, il est jamais sorti. Moi, j'ai fait une dépression derrière parce que ça a fait un four et tout». Enfin genre, «T'en fais pas, tu es sans doute en train de traverser un truc dur, que chaque développeur indépendant a traversé, d'une certaine façon ou d'une autre, mais on en revient quoi. Genre, Ouais, la vie est belle en fait, genre, t'en fais pas, c'est compliqué sur le moment, mais ça va le faire, en fait et genre, complètement. et de toute façon, il est trop tard pour que tu abandonnes. Tu y as mis tellement de ton amour, tu y as mis tellement de temps, tu es à la fin du marathon, donc mets un dernier coup de collier et après, soit tu l'enfouis, soit tu renies l'existence de ce truc parce que tu seras pas fier, mais soit tu le regarderas d'ici 10 15 ans et tu diras: «Ouais, C'est mon quand même bébé. des erreurs de noob dans ce design». Enfin voilà, Ah, faut complètement. faut pas non plus enfin, c'est un truc que je fais uniquement depuis un mois ou 2, c'est effectivement relativiser sur le côté perfectionniste, que ce n'est que le premier jeu d'une première équipe, en fait et moi effectivement, quand tu arrives, tu as envie de faire une entrée, tonitruante. Tu as envie, tout de suite, d'être, enfin d'être petit parmi les grands, quoi. Tu as directement envie que d'être adoubé et d'être vu et tout, mais en fait, non. Enfin, c'est pas ça ton destin, genre, c'est pas ça qui va t'arriver là tout de suite. Peut-être plus tard, mais Ouais, en c'est dans ça. dans dans tous les cas, juste, prends un ticket et il y a une file de développeurs indépendants remplie de rêves et bah, toi tu vas la remonter cette file et tu vas prendre et tu vas attendre en fait, avec les autres. Mais Voilà. complètement. En fait, c'est intéressant ton partage parce que ça montre aussi que quand on a un projet, finalement, qu'on veut le mener à bien, ça veut pas nécessairement dire avoir une réussite absolue dès le départ, Mmh avoir mh. les projets un petit peu ce qu'on nous vend aujourd'hui beaucoup dans la presse, sur LinkedIn, ces projets un peu à succès immédiat, c'est extrêmement Ouais. rare pour ne pas dire quasi inexistant quand il y a un background qui fait que, et par là j'entends des personnes qui auraient déjà des ressources quasi limitées grâce à leurs parents, mais également un contexte favorable pour la création. Bah, en fait, finalement, ça demande beaucoup, c'est un processus itératif, ça demande des échecs, ça demande des difficultés, et Ça. voilà, il faut gravir les échelons. Je rebondis Il parce y que, a ah, désolé, vas-y, 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 vas-y. pardon. Ouais, non, pas de souci. C'était très rapidement parce que, en fait, mon chat en fait enfin, disparaît. Mon téléphone bug Ah ouais? complètement. Ouais, donc du coup, j'ai lu une question de FX, Fast and Furious, du coup, qui te demandait en fait, est-ce que quand tu as lancé ton jeu, tu avais une strat marketing prévue pour du coup le communiquer et tout auprès d'éditeurs, et voire auprès des joueurs ou pas? Bah, la strat market, elle était, un peu là, dans le sens où, je savais que, par exemple, je voulais travailler avec, Konala, du coup, qui est, donc, presse, enfin, spécialisé en relations presse et influenceurs. Donc je savais que je voulais travailler avec cette personne-là.
que, si j'avais les moyens, je pouvais faire une soirée sur, Gaming, mine de rien, travaillant pour eux en mode genre, bah, voilà, ça serait cool qu'on fasse, la soirée de lancement sur Gaming. Est-ce que ça vous, est-ce que ça serait possible? Parce que, bah, mine de rien, travailler, là-dessus, donc c'est vraiment un nid à talent Mmh. et du coup, souvent les gens, ils me demandent qu'est-ce que je fais, ils sont un peu intéressés, et du coup, après, donc ça veut pas dire que les mecs vont y jouer, hein, mais juste, je peux leur envoyer une clé, si les mecs ils s'ennuient ou si, vraiment par pure politesse, ils veulent jouer, il y avait ça. Nous, on voulait surtout essayer de créer un tournoi, enfin, genre, par exemple, ce qui aurait été super, c'est que, par exemple, à la Gamer Assembly, il y a un tournoi de DICE parce que c'est un jeu en 1 contre 1 multijoueur, ça aurait été stylé. Et on parlait tout à l'heure du succès, mais par exemple, Slay the Spire ou Among Us, ça a effectivement fait un four au lancement et après ça a pris plus tard, grâce aux streamers et compagnie. Et moi, Mmh. j'aime bien dire cette phrase-là parce qu'elle me fait marrer, mais en même temps, j'aimerais bien que ça arrive. Dire que finalement, moi, je suis à qu'une Z-LAN du succès, en fait, tu vois? Genre, si Zerator, il lui faut un petit jeu en 1 contre 1, pas cher, pour sa prochaine Z-LAN, moi, je lui donne les clés, tu vois? Moi, je veux bien caster le tournoi en même temps, tu On vois? se demande Enfin, pourquoi. voilà, Non, bah, oui, bien sûr, donc c'est faut à la fois, faut pas se dire que c'est ça qui va se passer, tu vois? Genre, je peux dire: «Non, mais de toute façon, je sais pas moi, il y a PewDiePie, il y a Domingo qui va jouer à mon jeu et après c'est bon, la machine elle est lancée». Non, c'est pas comme ça que ça marche. Mais mmh. mais c'est quand même marrant de se dire, «Putain, si un jour ça arrive», enfin, on sait pas quoi. Ouais, bah, ça, c'est toujours possible. Tu Fast and Furious toujours qui précise un peu sa question et qui te demande si tu avais des objectifs de wishlist, j'imagine sur, Steam, par exemple, Mmh mh. Est-ce que tu avais un peu tout prévu tes KPIs, ou c'était plutôt, tu te focusais vraiment sur le développement de ton jeu, de ton projet en particulier? Non, non, en vrai, je suis un très, très gros consommateur de newsletters, qui parlent de ça, de talks GDC, sur, effectivement comment bien préparer sa sortie, bien préparer enfin et quels sont les indicateurs qui indiquent que votre jeu, il prend sur Steam, ce genre de choses. J'avais Moi, j'aurais bien voulu avoir, 10 000 wishlist au lancement. Le fait est qu'aujourd'hui, on est à 950 pour une page Steam qui a 1 an ou 2. Donc, en gros, genre notre jeu sur Steam, prend pas énormément quoi, genre c'est ça que ça dit. Donc, après, les objectifs, bah, moi je voulais absolument contacter les éditeurs. Je voulais absolument ne pas avoir de regrets, enfin éditeurs, fonds d'investissement, parler à des banques et tout. Genre je voulais vraiment, plus, m'orienter dans le côté business parce que le côté jeu, je pourrais l'avoir en participant à plein de game jams, en allant dans un autre studio et en prenant, la connaissance et tout, mais je voulais vraiment retirer le brouillard de guerre un petit peu des de l'industrie du jeu vidéo, un petit peu. Ouais. Ouais, c'est complètement compréhensible. Est-ce que tu pourrais, parce que j'imagine qu'il y a beaucoup de personnes novices comme moi, nous expliquer comment on fait pour contacter des éditeurs? Imaginons demain, j'ai développé un jeu, hop, je développe des compétences en Unity, je ne sais pas comment. Comment est-ce que je fais pour contacter des éditeurs spécifiquement? Comment est-ce que ça se passe? Et beh, en fait, déjà le truc, le plus simple que tu peux te faire, si tu as les moyens, c'est de te déplacer dans les salons de type, GameConf, GameCamp, Addon, ce genre de choses. Parce qu'il y a toujours des éditeurs là qui sont sur place et qui sont français et en plus, enfin, souvent les éditeurs parlent entre éditeurs, donc ils disent: «Bah, moi par exemple, c'est pas dans ma ligne édito, mais peut-être que machin là-bas, lui, parle lui ou alors je t'introduis à cette personne-là». Donc ça, c'est, si tu peux, avoir du contact humain aussi, c'est sympa et il y a une personne qui s'appelle Alan, quelque chose, qui a fait une liste d'éditeurs, que j'ai, récupérée et qui est trouvable sur internet où il y a, je l'ai ouvert là sous les yeux, il y a, 325, éditeurs qui sont référencés là-dedans. Mhm. Et qui sont, référencés par pays, par ligne éditoriale, par console, par mobile, par VR et cetera et avec, le lien de contact souvent, quand c'est disponible. Donc moi voilà, j'ai browsé toute cette liste des 325, j'ai regardé ceux que je trouvais pertinents, puis, ensuite j'ai envoyé des mails, j'ai rempli des formulaires de contact, j'avais mon pitch deck, j'avais mon petit GIF, ma petite accroche et avec mon petit couteau, j'y suis allé et voilà, c'est vrai que c'est comme ça que j'ai contacté les éditeurs,
à l'international, parce que du coup en France, Hmm. avait plus ou moins fait le tour. Oui, c'est vrai qu'en France, Mmh. c'est assez rapide à faire. Ouais. Bah, du coup, alors c'est super intéressant parce qu'on a directement rebondi sur ton projet, sur ton jeu, mais on va remonter un petit peu dans ton parcours de vie pour revenir en fait justement au tout début, au commencement. Euh, Du coup, comment est-ce que tu as découvert le jeu vidéo? Est-ce que c'était une passion pour toi? Comment est-ce que tu es, voilà, comment est-ce que tu rentré dans ce Mmh. domaine passionnant qui est le jeu vidéo et l'e-sport en l'occurrence? Et marrant, on m'a posé la même question hier et en fait, bah, ça passe surtout par, mes parents forcément du coup, qui, étaient plutôt fans de technologie, de nouvelles technologies. Hmm. Genre c'est mes parents, ils ont un moment quand ils étaient, dans leur, enfin, dans leur relation, je parle au passé alors que enfin non, ils sont toujours ensemble. Mais quand ils Ouais. commençaient, à un moment, ils ont cassé leur tirelire à tous les 2 pour se Hmm. faire leur propre PC à 2, tu vois? Genre ils ont monté leur PC à 2 avec, la disque dur qui faisait 10 émo, genre enfin vraiment les mecs ils avaient craqué leur tirelire pour se créer un petit PC, donc déjà ils aimaient bien la technologie. Et moi depuis aussi, lointain que ça puisse être, je me souviens toujours avoir joué aux jeux vidéo quand j'étais petit. J'ai un grand frère qui a 4 ans de plus que moi, mais moi je me souviens, être né avec, un PC, avec une Game Boy, avec une Master System, enfin, toujours, vraiment je ne sais pas trop d'où ça vient, mais je sais que mon père, il aimait bien les jeux vidéo. On avait aussi des copains, Ouais. enfin des copains qui avaient des gamins et qui aimaient bien les jeux vidéo aussi, donc ça entretient un petit peu la chose. Donc ouais, moi vraiment j'ai joué aux jeux vidéo, depuis que je suis vraiment, tout petit quoi. Genre c'est pas, un truc où genre à 10 ans je suis tombé dedans, à 15 ans je suis tombé dedans, c'est genre vraiment genre moi je ne savais, je savais pas lire, que que je jouais quand même à des jeux, quoi. Bah, c'est vraiment super intéressant. Et du coup, est-ce que ça s'est ressenti dans ton parcours académique? Est-ce que du coup, post-bac, tu t'es directement dit, ok, je veux travailler dans le domaine du jeu vidéo, je veux développer des jeux, Mmh. je veux travailler autour du jeu, ou est-ce que tu as vraiment pris le temps de voir où justement les études pouvaient te mener? Non, en fait, moi, je savais que je voulais travailler dans l'informatique depuis l'école primaire, en fait. Genre, quand les gens, ils me disaient: «Qu'est-ce que tu veux faire plus tard?» Je fais genre: «Moi, je veux travailler, dans l'informatique, j'aimerais bien, créer des jeux vidéo ou tester des jeux vidéo», Hmm. par exemple. Donc c'est ce que je disais à quand les enfin, c'est ce que je répondais quand les gens, me demandaient ça. Après, j'ai quand même hésité parce que, en fait, dans la vie, j'ai 2 grandes passions, donc qui est celle de l'informatique en général et la deuxième c'est celle du, théâtre et de enfin, l'acting, en général et du coup, si j'avais pas fait, d'informatique, j'aurais voulu, ouais, être acteur, au cinéma ou dans des pièces de théâtre, j'aurais bien voulu, faire ça et j'essaie, de ce que je peux, essayer de combiner ces 2 passions-là. C'est pour ça que j'aime bien le cast, parce que c'est voilà, c'est une représentation pour moi, même si c'est sur Twitch et tout, qu'il y a pas de public et tout. Pour moi, je vois le streaming, je vois ça comme un show, quoi. Genre les gens viennent, ils veulent un show, donc je fais ça et dans mon parcours académique, donc moi, j'ai fait, bac, STI 2D, donc sciences et techniques industrielles pour un développement durable, option SIN, donc c'est système, information et numérique. Je pensais que c'était système informatique et numérique et non, c'est système d'information et numérique et du coup, j'ai eu mon bac, 13,5 donc assez bien, et direct après, j'ai pu enchaîner, sur, donc j'ai fait Epitech, voilà, le nom de l'école. J'ai pu faire ça à Epitech à Nantes et c'est une chance inouïe et je me souviens, vraiment un moment marquant où, heu, je voyais cette pub Epitech à la télé, et je disais: «Tain, ça a l'air trop bien et tout». J'avais fait des journées portes ouvertes et tout, c'était hyper cool. Hmm. Et à un moment, on revenait des courses, je crois avec ma mère et elle me dit: «Du coup, tu veux faire quoi après le bac? Tu veux aller où?» Et sachant que moi je viens de La Rochelle, à La Rochelle, il y a un DUT ou un BTS informatique et ça j'avais fait la porte ouverte et j'avais été, pas hyper bien emballé. J'avais dit: «Bah, moi j'aimerais bien faire Epitech», mais voilà, en lui disant: «Bah, je sais que ça coûte un bras». Enfin genre, c'est une école privée et c'est hyper cher. Je fais: «Bah, ça a l'air d'être super, mais genre, je comprends», tu vois? Et là, elle m'a dit un truc que je me souviendrai tout le temps. Enfin, je sais même pas si elle m'a regardé, mais elle a fait: «Non, t'inquiète, t'inquiète, ça va le faire». Genre
Et là, j'étais assis sur mon siège, je me souviens en plus où est-ce que c'est au moment de sur la route et je suis genre là, «Qu'est-ce qui vient de se passer?» Genre là, on vient de me dire, «O OK mon fils, tu vas aller faire cette école de tes rêves quoi». Je trouve ça enfin c'est une chance inouïe parce que c'est une école privée, ça coûte hyper cher et effectivement c'est pas les moyens de tout le monde et c'est pas, et juste c'est la loterie de la vie en fait, de vivre de Spawn dans Hmm. une famille où, tu peux te permettre, enfin où tes parents puissent te permettre de faire ça, sans prendre d'emprunt parce que j'avais des co enfin, j'avais des camarades de promo qui effectivement, eux, ils avaient déjà que c'est une école qui, met pas mal la pression. Eux, ils avaient en plus la pression de l'emprunt. C'est genre: «J'ai pas le droit de redoubler, j'ai pas le droit à l'erreur, Ouais, sinon, ouais, j'ai ouais. pas mon emprunt et genre, moi c'est fin de tournage, merci ciao quoi» et voilà, après pour mon parcours, donc j'ai fait un stage, pas mal pour DICE. J'ai fait un stage dans un mois, enfin j'ai fait un stage d'un mois dans un studio de développement, mobile qui s'est très, très mal passé parce qu'au bout d'un mois, j'ai été viré. Heu Carrément. et Raconte, ouais, enfin, si tu veux en parler un peu, rentrer dans les détails, le pourquoi ouais du bien comment. sûr, Parce que c'est toujours déjà intéressant, c j'imagine. Il n'y a jamais d'échec pour moi. Il y a toujours que des apprentissages et des moyens de progresser, d'aller de l'avant. Donc, mais en fait, moi je trouve que c'est très bien qu'il m'ait viré parce que moi je trouve que les mecs, ils avaient vraiment pas une bonne approche. Dans le sens où, bon, déjà apparemment j'avais fail les tests, d'entrée, mais ils trouvaient mon profil intéressant donc ils m'avaient gardé. Donc je suis en mode: «Ouais, ça c'est sympa, ça fait plaisir». Mais en fait, après ils avaient une dynamique où fallait créer un jeu mobile, par un jeu mobile par semaine. Donc c'est-à-dire que le vendredi soir, quand tu t'en vas en week-end, tu mhm. ships le jeu sur le Play Store C'est et moi des hyper casual, c'est ça? ouais, des jeux hyper casual et tout, Ouais. et moi, je leur disais: «Mais enfin, c'est je pense pas que ce soit comme ça que ça marche, en fait». Genre et j'en suis quasiment sûr. Enfin, moi, je passe mon temps à m'enquiller des talks que j'ai d'essais, à regarder les productions et tout et du coup, on me dit genre, je me souviens, à un moment, j'arrive, lundi au bureau, j'ouvre le jeu de la semaine précédente parce que je l'avais pas shippé, parce que je l'avais pas fini, parce que, bah, pour moi, il était pas fini, quoi. C'était encore un proto Hmm. et il y a le manager, ou le directeur qui passe derrière moi et qui me dit, «Ah, tu encore sur ce projet-là, va falloir t'activer un peu, quoi». Ouais, enfin, vraiment, j'étais genre: «Mais c'est une blague?» genre, caméra cachée et tout, c'est une blague? Parce Ouais. que du coup, enfin, j'avais plus un poste de game designer, genre j'avais fait une étude de marché sur les jeux hyper casual, j'avais prototypé 4 5 jeux, donc ça, je suis cool, je suis plutôt content d'avoir fait ça. Je trouvais ça hyper intéressant. Moi, je joue pas trop à des jeux mobiles, j'aime pas trop, l'écosystème, et tout ça dans le jeu mobile, mais je trouvais ça, plutôt intéressant justement d'essayer de comprendre ton ennemi. Et de prototyper des petits jeux, casual et tout, sauf que, bah, effectivement, lundi, mardi, j'ai mon proto papier, mercredi, jeudi, j'ai mon proto, sur Unity, mais vendredi, il est pas prêt, à être shippé sur le Play Store, quoi et je comprends toujours pas pourquoi les mecs, ils voulaient une cadence, aussi élevée parce que du coup, ils sortaient très peu de jeux et les jeux qu'ils avaient sortis, ils avaient fait des fours. Je suis en mode genre: «Bah, ouais». En fait, genre, vous avez la preuve, enfin, par A plus B que les gens, ils veulent un minimum de qualité, et du coup, bah, faut peaufiner un peu plus ce genre de choses plutôt que, enfin, j'aime pas trop cette idée de genre, ouais, je balance 50 trucs sur un mur et je regarde qu'est-ce qui colle. Enfin, genre, je peux comprendre si tu as les moyens de le faire et c'est super. Mais j'étais genre, bah, nous, on était 3 ou 4, ouais, on était 3 3 développeurs. Genre, bah, ça serait peut-être mieux d'essayer de se pencher un peu plus sur les protos, sur les idées Bah oui, pour bien les complètement. faire et du coup, bah, ouais, on sort moins, mais on essaie de sortir des bangers, quoi. Bah, surtout que même pour de Enfin, l'hyper casual, un jeu par semaine, ça me paraît être vraiment une cadence. Surtout que tu étais solo sur le projet en plus. Donc ouais, c'est. Ouais. Mais mais bon, comme je te dis, au bout d'un mois, ça s'est terminé, j'étais genre, bah, ça me fait chier parce que du coup, il fallait que je retrouve un stage. Du coup, j'ai fini par travailler sur DICE. Heu, mais je fais voilà, je suis genre, bah, du coup, ma seule expérience professionnelle, ça ressemble à non, en fait, j'ai aussi travaillé pour un autre jeu, pendant un mois ou 2 sur, Nohara: The Conspiracy. Non, c'est pas Nohara, enfin, si, je crois que c'est ça. Où du coup, mais là, j'ai fait pas mal de rebind, et de trucs techniques, pas vraiment du game design ou du gameplay. Donc, un peu triste, mais ça payait bien.
Et donc du Parce que coup, c'est pendant tes études que tu as découvert un petit peu le métier de casteur sur SC2 ou est-ce qu'au contraire c'est après? Enfin, comment est-ce que ça s'est déroulé? Parce que tu fais tes études, tu ouais. t'aperçois à un moment ou à un autre que tu as une passion pour le cast, etc., pour l'entertainment, pardon. Et donc tu te lances et hop, directement t'arrives chez O-Gaming quand même, qui est une très grosse structure, sur SC2, qui est un jeu ultra complexe à caster parce que bah déjà il faut connaître le jeu et après il faut être capable de caster à la vitesse d'action qu'il y a par minute sur ce jeu. Ouais. Donc, comment ça s'est passé? Alors, mon petit historique est simple. En fait, moi, avant de faire du cast, j'avais ma propre chaîne de streaming de Twitch. Genre, moi, ça fait plus de 10 ou 12 ans que je stream et que j'ai une chaîne YouTube. Moi, j'ai fait énormément de tests vidéo avant sur ma chaîne. J'adorais le Hooper ou BB300, ce genre de truc et mon grand frère jouait avec un ami à des jeux de stratégie. Il jouait à Company of Heroes, moi je jouais à Ruse et compagnie et à un moment, ils cherchaient un autre jeu et du coup, bah, ils se sont mis à jouer à StarCraft et moi je les ai rejoints et du coup, on a commencé à regarder Gaming pour regarder des games pro et compagnie et à un moment, moi je me souviens, on est sur le canapé en train de regarder une game et je fais: «Je suis sûr que je suis capable de le faire». Genre, je pense que c'est dans mes tripes de réussir à commenter des games. J'ai fait du théâtre avant, ça me plaît bien, ça me ferait vraiment kiffer donc je pense que je vais commencer à m'y mettre. Le temps passe, je commence mes études à Epitech et je me souviens un moment, j'étais sur un projet, mais j'étais enlisé, je comprenais que dalle. J'étais en amphi en train de me demander qu'est-ce que je foutais là et je vois sur le groupe, StarCraft France, le groupe Facebook, une équipe qui s'appelle Punchline, qui n'existe plus, qui fait: «Bah, nous, on fait des clans war avec, notre line-up, dans des compétitions et on cherche un caster, pour faire ça» et là, je fais: «Bah, c'est super, c'est, moment de mettre le pied à l'étrier», tu vois? Et d'y aller. Du coup, j'ai commencé, chez eux, en solo, je castais tous les matchs, de l'équipe. Après, j'ai rejoint, l'équipe, Nuit Blanche, j'ai commenté tous les matchs, là-bas. Enfin, d'ailleurs, parfois, ça empiétait, ça prenait même le pas sur mes études, de programmation, quoi, mais je kiffais trop ça, Hmm. donc je le faisais et aussi sur pas mal de soirées, hein. J'ai beaucoup, beaucoup sacrifié de mon temps, pour faire ça, mais je me disais, ça va payer, ça va être cool». J'avais pu caster de temps en temps avec des casteurs au gaming, sur des petites compètes par-ci par-là et en fait, à un moment, j'ai mon stage qui se fait à Paris. Du coup, je monte à Paris et j'envoie un message à OGaming en disant: «Je suis sur Paris, je suis là, si vous voulez, on se voit et tout, on fait des trucs», tu vois? J'envoie ma petite bouteille à la mer et en fait, je crois que c'est en avril, 2017 ou 2018, je sais plus, ils m'invitent aux locaux pour la première fois, je salue tout le monde et tout. Ils sont en train de caster les WCS. Il y a la pause et là, il y a Yogo et il me tend, il me dit: «Bah, prochaine game, elle est pour toi». Je suis genre, «Ah ouais, ouais, c'est OK, j'accepte, je relève le défi». Et du coup, j'ai commenté la première fois, sur cette TV et il faut croire que ce jour-là, j'ai pas trop dit de bêtises parce qu'après ils m'ont demandé de revenir la semaine prochaine et la semaine d'après et voilà, j'ai commencé à travailler avec OGaming, donc from la chambre, from cette chambre, tous les locaux parisiens d'OGaming Ouais, pour StarCraft 2. c'est vraiment super super stylé. Quels seraient tes trois conseils? Imaginons dans l'assemblée, on a 20 personnes qui nous regardent ce soir. D'ailleurs, c'est trop cool, hein, genre, Big up. ouais, merci d'être là quand même, c'est grave grave sympa. Quels seraient les trois conseils que tu pourrais donner si demain quelqu'un a envie de se lancer dans le métier voilà, spécifique du cast? Donc là, on peut penser à StarCraft 2, mais à d'autres jeux Ouais, évidemment. Donc, bien sûr, bien sûr. Bah, ce qui est important déjà, bah, c'est, de bien comprendre le jeu, ça forcément, donc limite, s'intéresser au game design, c'est pas anodin, hein, pour être caster, pour du coup effectivement comprendre, si c'est un jeu à sort, si c'est un jeu à compétences, pourquoi il y a ce genre de compétences, qu'est-ce qui synergise avec? Enfin, pousser un peu la réflexion, un peu plus loin. Je pense que ça peut être, hyper novateur et ça peut être, bénéfique aussi pour le spectateur ensuite, parce que c'est des connaissances, que vous pourrez sortir. Mais en fait, dans le métier de caster, le métier de caster, c'est un métier de conteur. C'est genre le conteur 2.0. Donc, faut travailler énormément sur son storytelling. Comment on présente les choses, comment on arrive à mettre des enjeux sur les actions.
Ça, c'est hyper important que ce soit des enjeux, dans la partie, en disant: «Bon, bah, là, le mec est au pied au mur, s'il gagne la partie, soit il gagne le tournoi, soit il est éliminé». Mais aussi dans la scène du jeu, niveau un petit peu plus, au-dessus, par exemple, bah, ce joueur-là, la dernière fois qu'il a rencontré cet autre joueur, il s'est fait tarter 2-0, c'était un no match. Donc là, on espère qu'il a bossé, qu'il va revenir. Donc, faut aussi, voilà, connaître le jeu, mais aussi connaître les acteurs qui participent, à ça. Et le dernier, c'est ça rejoint le côté, le storytelling, c'est savoir poser sa voix. Quand est-ce qu'il faut souffler, laisser son co-caster parler, hein, déjà, faut pas trop monopoliser la voix. Où est-ce qu'il faut, vraiment que là, je fasse ce qu'on appelle du play by play? Donc c'est dire, «Et là, il arrive dans la base et il fait ta 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 ta» et là, j'énumère tout ce qui se passe et c'est là où genre le cast est à son pic, là où il y a le pic d'action et où les moments où la tension se redescend, donc ça va repasser, je vais reprendre mon souffle, avoir une voix qui part moins dans les aigus, mettre un peu plus de repos et voilà et c'est toute cette gestion c'est un peu le chef d'orchestre, en fait. Enfin, c'est pas vraiment le chef d'orchestre parce que c'est pas toi qui a une baguette qui dit: «OK, battez-vous maintenant». Mais il y a tout un aspect où, bah, faut la compréhension du jeu, en fait. Si tu comprends le jeu, si là tu comprends, que, dans 30 secondes, il y a une fight, commence pas à raconter qu'est-ce que tu as bouffé ce midi, tu enfin, tu vois? Genre, faut pas non faut savoir quand les opportunités se présentent, les reconnaître pour pouvoir en tirer un maximum de l'opportunité qui se présente à toi, quoi. Bah, c'est vraiment super intéressant. Du coup, il y a déjà des personnes qui rebondissent et qui posent les questions que je voulais te poser, donc c'est parfait. T'as FX qui te demande est-ce que tu aurais des ressources à conseiller en game design et est-ce que tu pourrais par la même occasion nous expliquer un petit peu, avec tes mots, ce qu'est le game design pour les personnes qui seraient pas au courant. Alors le game design, non, c'est que je pense que j'ai une définition qui est un peu floue dans l'idée. Parce que moi, j'ai jamais suivi de cours de game design, tu vois? Genre moi, Mhm. j'ai juste ça me passionne, ça m'intéresse, j'ai lu des livres, je mate des talks. Du coup, pour moi, le game design, donc c'est, l'art, enfin de régir les règles, du jeu. Que ce soit un jeu de société, un jeu de plateau, un jeu vidéo. C'est dire, bah, voilà, bah, quand Mario bah, il saute de 2 cases et pas de 3 parce que c'est pertinent, parce que mon design est fait pour ça, que ma carte a été, créée pour ça. Donc c'est tout l'aspect, réflexion et création des règles du jeu qui va, servir l'expérience du joueur et des conseils de ressources en game design, alors je sais pas si c'était, propre au cast ou si c'était en général. Mais par exemple pour le cast, dans mon cas pour StarCraft, j'avais regardé tous les making of que j'avais pu voir de StarCraft 2, donc toutes les problématiques de design qu'ils avaient rencontrées. Mhm. Je trouvais ça intéressant. J'avais regardé tous les autres, STR aussi et en fait surtout dans StarCraft et dans les jeux de stratégie en temps réel, tu as une gestion des ressources, de l'économie en fait du jeu et du coup je trouvais ça intéressant, par exemple, que du coup, dans StarCraft, beaucoup d'améliorations se font en 79, secondes et du coup, je me demandais, genre, c'était pourquoi on retrouvait toujours ce petit facteur-là, pourquoi telle amélioration, elle fait ça et pourquoi elle fait pas ça? Donc c'est juste des questions, que tu te poses et que tu essaies de trouver des réponses et après ça s'élargit aussi au level design. Par exemple, dans StarCraft, donc vous jouez sur une carte et donc il y a ce qu'on appelle la distance de rush. C'est-à-dire que si je Ouais. prends un péon de ma base jusqu'à ta base et ben je crois que dans StarCraft, c'est un peu obligatoire que la distance de rush fasse entre 20 et 30 secondes, entre genre je crois que c'est entre 25 et 30 secondes et genre c'est un critère du jeu, voilà, qui est là, qui fait que maintenant enfin, parfois il y a des exceptions, mais souvent c'est voulu parce que du coup ça permet à certaines stratégies d'exister et heu et que si tu, tu as le droit de faire des cartes qui respectent pas ça, mais du coup, elles sont beaucoup plus rares, et du coup, ça donne des dynamiques différentes au jeu, mais le standard veut que, la distance de rush, se fasse, en 25 secondes, que tu aies des rampes, parce que voilà, c'est la grammaire du jeu et
Et je me suis un peu peut-être perdu Non, mais dans la je dans rebondis sur ce que la tu dis phrase que parce que c'est super intéressant. Déjà, pour ce qui est des ressources en game design, si ça vous intéresse, envoyez-moi un petit message sur Twitter parce que j'ai justement demandé des ressources récemment à deux personnes qui travaillent dans mon équipe justement sur le game design et qui font de la recherche dessus. Et si ça vous intéresse aussi, il y a un colloque en ce moment qui s'appelle Les petites choses vidéoludiques à l'université de Lyon 3 justement et qui parle de game design. Il y avait des conférences aujourd'hui, il y en a d'autres demain et ça va de les toilettes dans les jeux d'horreur par exemple. Pourquoi est-ce qu'on met des toilettes dans les jeux d'horreur, les espaces clos, c'est ultra intéressant, jusqu'à Mmh. l'utilisation de la clé. C'est-à-dire qu'avant on avait besoin de clés pour accéder à des zones spécifiques sur des maps dans des jeux, on peut penser à Zelda par exemple, et aujourd'hui c'est plus tellement le cas parce qu'avec le jeu déjà en 3D, il y a d'autres moyens en fait de faire accéder à des maps, par exemple grimper sur les murs, le grappin, tout ça c'est des éléments, des outils de game design qui permettent d'ouvrir de nouveaux espaces. Et si ça vous intéresse, on pourra en discuter, puis également, si vous avez d'autres retours, je pourrais inviter des gens, des spécialistes de game design, etc. Mais en tout cas, ce que tu dis, ce que tu expliques, c'est très vrai. C'est que aujourd'hui, StarCraft 2, mais tous les jeux e-sport également, ont des mécaniques de game design spécifiques, justement, qui axent autour de la compétitivité du jeu. Et c'est ça qui est trop cool. Mais bon, je suis pas Mmh. du tout un expert à ce niveau, donc. Et moi là, j'aime beaucoup, jouer à Valorant, enfin genre j'ai beaucoup joué à CS et normalement je suis plutôt un mec qui aime les jeux de tir que les jeux de stratégie Ouais. et du coup, j'essaie de plus en plus de me renseigner sur, le level design. C'est aussi une de la part de la frustration parce que dans Dice of Olympus, dans notre jeu, c'est une caméra statique, genre, notre personnage se déplace pas et du coup, j'aime beaucoup aussi le level design et du coup j'essaie de comprendre comment sont créées les cartes de Valorant et c'est bien, c'est que en plus les développeurs font des blog posts pour expliquer leurs challenges et compagnie et du coup, c'est vraiment cool parce que, par exemple, quand tu te mets à étudier ça, tu dis: «OK, alors pourquoi il y a une longue?» Parce que donc souvent il y a un point d'accès où on va poser la bombe et du souvent il y a 2 chemins. Soit il y a le chemin court qu'on va appeler short, par exemple pour Dust 2, je crois que c'est le point, B, vous pouvez y aller soit par la corniche, du coup qui est la short ou soit par la longue qui du coup est plutôt un énorme couloir et qui est du coup plutôt propice aux affrontements de loin et aux snipers. Et tu en mode genre: «Pourquoi il y a ça? Pourquoi il y a ceci? Enfin, pourquoi il y a tel type d'obstacle?» Et là aussi, il y a toute cette question, en combien de temps je mets depuis le point de spawn à rejoindre le point d'attaque ou le point de défense? Et enfin, avec les choke points, avec les lignes de vue, enfin, rien n'est vraiment laissé au détail dans ce genre de choses, donc c'est assez, enfin, c'est assez, ça peut être gargantuesque, Hmm. comme, chose à creuser. Je trouve ça hyper intéressant, et en plus, enfin, en solo aussi, il y a énormément de choses avec le level design, la narration environnementale, enfin, juste genre si vous avez joué à un jeu From Software ou à Elden Ring, récemment, enfin, vous avez compris que votre œil, il est toujours attiré par quelque chose, en fait et genre, c'est voulu et c'est bien designé et du coup, je trouve ça intéressant, parce que ça rejoint la psychologie, l'anthropologie, enfin, tous ces domaines sont liés, l'un par l'autre et genre, pourquoi mon comment je fais pour que mon joueur, il aille plus à gauche qu'à droite? Que ce soit avec, grâce à mon level design ou grâce à de l'interface ou des trucs comme ça. Vraiment, je trouve que c'est passionnant, en fait. Bah non, mais ça c'est clair. Pour rebondir sur ce que tu dis aussi par rapport au level design, ce qui est intéressant sur Valorant, c'est qu'aussi ils ont vraiment chamboulé. Enfin, le jeu Valorant, quand tu le regardes, il est quand même assez proche de CS:GO pour les non-initiés. Je suis un gros joueur de Mmh Valorant aussi, hein. Je suis pas très bon, mais je suis un gros joueur. Et en fait, quand tu regardes la façon dont les maps ont été conçues, ça a vraiment complètement chamboulé également les jeux compétitifs de tir. Mmh. On pensait initialement qu'il devait avoir deux sites, que comme tu le disais, il y avait short, long, et c'était à peu près tout Voilà. avec un middle à contrôler. Souvent tu le contrôles avec du stuff. Et sur Valorant, en fait, tu te rends compte que tu peux avoir trois sites, que tu peux avoir deux sites avec aucun middle. Enfin, je pense à Ouais. Fracture notamment, et t'es là en mode, mais quoi, comment est-ce que c'est possible? Et ça, c'est ça aussi qui fait qu'en fait, tous ces petits détails sont super importants pour un jeu, et c'est pour ça qu'après, en fait, développer un jeu, c'est une vraie compétence. C'est pour ça que c'est déjà impressionnant de Mmh. réussir. Moi, je suis pressé de. Je vais aller mettre en wishlist et j'invite tout le monde à faire pareil là, ton petit jeu pour l'essayer au moment Ah, où il c'est sortira gentil. parce que je pense que ce sera super intéressant. J'ai une question de Fast Vas-y. and Furious qui te demande est-ce que y a-t-il une mécanique qui t'a impressionné ces dernières années? Le truc où tu t'es dit, et je le dis Franco, putain, fallait y penser. Est-ce que tu t'es dit, voilà, ce jeu a la mécanique qui fait que c'est vraiment the game, quoi? Alors, faudrait que je me penche un peu plus, mais là, en tout cas, un jeu qui m'est venu rapidement à l'esprit, c'est Baba Is You. J'y ai pas joué, à Baba Is You, mais enfin, cette mécanique de pouvoir changer les règles du jeu en cours de jeu, enfin, genre, c'est vraiment
un jeu de barbu de game designer un peu. Tu vois ce que c'est Baba Is You? pas du tout, vas-y. Pas trop? En gros, c'est un petit jeu où du coup tu es Baba et du coup genre, c'est un petit jeu indépendant. Je crois que c'est fait par une personne ou 2 et du coup donc il y a écrit donc, Baba is you, donc ça veut dire que tu contrôles le personnage de Baba et genre il y a écrit flag is victory. Du coup, ça veut dire que si donc toi tu es Baba et si tu touches le drapeau, tu gagnes Hmm, et c'est que des petits puzzles comme ça et en fait, au fur et à mesure du jeu, tu vas pouvoir déplacer des box, enfin des boîtes, genre en façon un peu Sokoban, tu vois? Genre tu déplaces ton personnage ouais. qui va déplacer des boîtes qui va changer les règles du jeu et qui va dire en fait, genre au lieu que flag is victory, il va être lava is victory et toi tu vas plus jouer Baba, tu vas dire genre, rock is you et lava is victory et du coup tu vas pouvoir, déceler, enfin démêler les puzzles comme ça et c'est un jeu qui est mind blowing, enfin j'avais regardé en stream et tout. J'ai pas pris le temps d'y jouer. Mais je trouvais que c'était une dinguerie, ce petit jeu-là, quoi. On a, Hem, on a Dragon dans le chat qui nous dit Flag is Death, par exemple. Prise de ouais, tête ce jeu, ça a l'air. ouais, Ça me rend curieux c'est pour le coup, j'irai regarder après. bah, ouais, je t'invite à aller checker. Sinon, je regarde vite fait les jeux que j'ai faits, Hmm. récemment et tout, je sais pas trop. En fait, j'ai aussi une période où j'étais grave, grave blasé des jeux vidéo. Là, je commence un peu à rentrer dedans, hem parce que j'avais le gros problème de, bah, moi, je m'enquillais 10 heures de code par jour et Ouais. à la fin, j'avais pas envie de lancer un jeu, quoi. J'ai un backlog, donc c'est les gros, les jeux, dans votre bibliothèque en réserve. Genre, moi, j'ai encore Contrast. Contrast, il est sorti en 2013. Cette semaine, j'ai fini Machinarium, qui date de 2009. Enfin, j'ai un petit temps de retard, quoi. Mais et encore, enfin, je dis ça, mais j'ai aussi fait Elden Ring. Ça m'arrive de jongler entre «vieux jeux» Bah entre ça, guillemets. ouais. Mais Elden Ring a été vraiment impressionnant justement parce que en termes d'accessibilité et en termes d'accompagnement du joueur, contrairement à 90% aujourd'hui des jeux où tu dois te déplacer, tu as une map spécifiquement indiquée, on guide le joueur vers la prochaine quête. Elden Ring, vraiment, on te laisse seul sur un monde que tu dois explorer et malgré tout, grâce justement, alors j'imagine que c'est une combinaison de level design, de game design et de beaucoup d'autres façon de penser le jeu que je ne maîtrise pas, le joueur a Mmh. quand même du coup suivi certains parcours spécifiques au jeu, etc. Ouais, mais enfin moi Elden Ring, c'est j'ai plein de souvent on dit que Breath of the Wild, c'est vraiment un jeu enfin, qui est exceptionnel et tout, qui a vraiment chamboulé le jeu vidéo et je suis d'accord avec ça, mais genre, j'ai plein de potes moi qui sont plutôt côté fan Nintendo et qui disent genre: «Mais c'est vraiment mon jeu vidéo préféré, c'est ma masterpiece». Hmm. Bah, pour moi, c'est Elden Ring, quoi. Genre moi j'ai vraiment les productions From Software et je trouve que c'est, la quintessence de leur savoir-faire et moi j'aimerais, si dans ma vie, j'aimerais faire un jeu FromSoft, tu vois? En termes de qualité, enfin ou qui en tout cas s'en rapproche. J'aimerais vraiment, réussir à titiller un petit peu, à réussir à comprendre l'essence de ces jeux-là que j'adore, Hmm. que je vénère. Bon peut-être pas quand même, mais j'aimerais vraiment trop faire un jeu qui, a 1/10 de la qualité, d'Elden Ring, quoi. Je serais vraiment sur un petit nuage parce que enfin ce jeu il sans être parfait parce qu'il manque un journal de quête. Il est vraiment, en termes de contenu, c'est insane, en termes de DA, c'est insane, enfin genre, moi je Tu es c'est convaincu. c'est bah, ouais, moi je l'adore, c'est trop ce jeu, quoi. Bah, J'y ai passé 70 heures et j'ai trop hâte, c'est qu'il y ait des DLC ou de le relancer, c'est le genre de jeu que je pourrais relancer, quoi. Il y en a pas tant que ça des jeux que je relance, heu, tu et penses qu'il voilà. pourrait y avoir des DLC? Là, c'est peut-être une actualité que je n'ai pas. Il y a des DLC de prévus sur Elden Ring ou c'est vraiment. Non, mais il y a un petit pattern qui se dessine, c'est que, souvent les jeux, qui sont, du coup, From Software et édités par Bandai Namco ont des DLC. Donc Donc tu as bon espoir de voir des DLC popper et sur. du coup, je me dis, en plus, ça a été tellement un énorme succès que je pense que ce serait dommage qu'il y en ait pas, quoi. Donc moi, je pense qu'il y en aura et je believe. Bah Et en vrai voilà. c'est super intéressant. Je me rends compte qu'on pourrait passer, on pourrait discuter pendant 5 6 heures. Ça fait déjà Ouais, quasiment 1 heure qu'on discute. Et j'ai quelques questions à te poser. Pour revenir sur ton jeu indépendant, on va peut-être finir et clore avec cette aventure-là, vas-y, si ça te vas-y. va.
Ouais. J'aurais un Hem, truc à dire, que je sais pas si je le raconterai après ou pas. ouais, tu pourras le raconter après ou Hem, tu peux même le raconter maintenant si tu veux, comme tu le sens. en gros, c'était juste, peut-être un point que j'ai oublié de raconter dans la création de mon jeu et ce qui fait que j'ai pas mal de fatigue et tout. C'est un truc, sujet tabou apparemment en France, c'est l'argent, mine de rien parce que, moi, en ayant travaillé du coup, depuis, 2017 sur, Dice of Olympus, du coup, j'ai fait un peu de freelance aussi mine de rien par-ci par-là, mais, je roule pas sur l'or en fait et au bout d'un moment, du coup, j'avais des salaires de stagiaire, j'avais mes salaires de paye à AO Gaming, qui est, bon hélas, était pas non plus, mirobolant. J'avais un petit peu d'argent des subs, mais, là en ce moment, je suis de retour chez mes parents, je suis au RSA. Heu et du coup, il y a ça joue aussi pas mal dans la fatigue qui s'accumule, en disant: «Bah, putain, je peux pas aller faire un voyage, je peux pas faire ci, je peux pas faire ça». Ça me gonfle, d'habiter chez mes parents, même si je les adore et ça se passe bien, tu Bien juste sûr, bien bon, sûr. il y a juste, ça joue aussi dans la fatigue et voilà, c'était, il y a parce qu'il y a peut-être des gens qui se disaient: «Bon, bah, il pourrait, ouais, il pourrait peut-être prendre un petit peu plus de temps et terminer et essayer de peaufiner son jeu un peu plus», par exemple. Mais voilà, je voulais, pas oublier ce facteur-là qu'on peut, de temps en temps oublier Mmh. en disant: «Tain, les mecs, ils font des trucs stylés». Ouais, mais du coup, parfois, ils gagnent que dalle derrière ou ils l'ont fait avec 3 francs 6 sous. Du coup, c'est pas non plus, enfin, de toute façon, il y a bien un truc que j'aime bien répéter, c'est, rapprochez-vous de vos créateurs et essayez de comprendre comment vos œuvres préférées sont construites et vous pourrez juste qu'en sortir grandi et mieux comprendre. Mais c'est super important que tu abordes cette question-là en fait, parce que du coup on allait reparler de ton projet, donc la question de l'argent, ça a beau être tabou en France, c'est genre absolument essentiel. Malheureusement, on a besoin d'argent pour vivre. Je dis, Ouais, moi, j'ai je dis aucun problème malheureusement, à en parler. et je dis malheureusement. Oui, c'est vrai, je regarde beaucoup trop en ce Ouais. moment, comment dire, je regarde beaucoup trop Star Trek, où le concept de l'argent n'existe plus dans les années Ah ouais? 2400. Voilà, on n'y est pas encore. Et donc du coup, Clairement pas. ouais, non, voilà. Et donc du coup, c'est vrai que ça aussi, c'est, j'imagine, donc on va repartir dans l'élaboration et la mise en place d'un projet indépendant. Comment est-ce que Mmh, tu fais justement pour subvenir à tes besoins? Parce que ça, c'est du coup, tu lances le sujet et je trouve que mmh. c'est ultra intéressant d'en parler parce qu'on a besoin d'argent pour vivre et survivre. Et ça peut faire peur de ne pas avoir les ressources Heu, financières disponibles. Comment je fais? Déjà, je remercie, la France, d'avoir créé le RSA ou le chômage. Enfin, genre, moi, j'ai pas touché le chômage, je touche le RSA. Donc merci beaucoup à ça. J'ai fait, du coup, un petit peu de freelance par-ci par-là, mais j'essayais de pas trop en faire parce que, bah, après, tu commences à faire vraiment que du freelance et tu avances pas sur ton jeu Hmm. et moi, je voulais avancer sur le jeu et j'ai pu taper dans mes réserves, dans mon livret A, hein. Mon livret A, il a quasiment diminué peut-être bon, peut-être pas de moitié, mais pas loin. Parce que, bah, faut payer le loyer, parce qu'avant avant j'habitais à Nancy, excusez-moi, Hmm. donc j'avais mon petit loyer à payer, même si Nancy c'est pas cher et allez-y. Hem, mais par exemple l'argent a été un problème et a été un énorme problème, pour DICE parce que, en fait, nous on voulait recruter parce qu'à la base du coup, vous l'aurez peut-être compris, on était que des développeurs en fait dans le projet et du coup pour les graphismes, on c'est Nicolas qui a des notions de Blender, enfin d'excellentes notions de Blender, qui nous a fait tous les graphismes que vous pouvez voir dans le jeu et les interfaces aussi, c'est nous qui les avons fait. Mais ouais, on n'a pas d'artiste dans le projet et du coup, bah, quand tu veux en recruter un, bah, c'est quand même cool de pouvoir le payer, en fait Ouais, bah oui. et du coup, bah, on a fait des petits jobs, par-ci par-là. On l'a encore une fois de plus sorti de notre argent, personnel. Mais en fait, le plan d'action, monétairement, parlant, ça ne veut rien dire ce que je viens de dire. Le plan d'action concernant l'argent pour DICE, c'était on travaille pendant un an, enfin on travaille sur la démo. Quand la démo, est cool, qu'on se rapproche plus d'une vertical slice qu'un prototype, on fait valoriser ça par un commissaire aux apports, je crois, commissaire aux comptes, dans le société qu'on va créer en disant: «Bah, voilà, nous on a travaillé un an, le salaire, d'un développeur à sortie d'Epitech, c'est 35 000 € à l'année. Nous on a travaillé un an, là-dessus, on est 2, donc on voudrait valoriser ça à 70 000 balles, un petit peu moins s'il faut, un petit peu moins et du coup, on met ça dans le capital de la société et on va chercher des subventions. On va chercher le CNC, les subventions de la région Nouvelle-Aquitaine. On a l'argent, on peut se payer, on peut payer les artistes qui travaillent avec nous et tous les corps de métier qu'on n'a pas. On peut faire tout ça. La vie est belle, champagne, top tendance Steam, top tendance Twitch et là, je me réveille et là, le rêve se réveille souvent.
Parce qu'en fait, du coup, on allait voir les commissaires et ils disaient: «Bah, vous êtes un bien immatériel, vous êtes du code, c'est pas une chaise, c'est pas un PC, donc c'est compliqué d'engager ma responsabilité, donc on va pas le faire». Donc déjà, il y a pas de finalement la première étape du projet tombe parce qu'en fait, quand tu vas aller chercher les subventions, publiques, c'est la règle est simple, c'est 1 € de fonds privés, donc ton argent à toi est égal à 1 € de fonds, publics. Du coup, bah, nous, en fait, notre problème, c'est qu'on n'a pas la mise de départ, en fait. Enfin Mm, et genre, on n'a pas envie de, quand le commissaire aux comptes, il dit: «Bah, moi, je mets pas ma responsabilité», mais vous pouvez le faire, hein. Vous pouvez engager votre responsabilité. Juste, si vous, mettez la clé sous la porte, si ça se passe mal et tout, bah, c'est chez vous que les huissiers, ils vont venir et pas chez moi. Du coup, ça met quand même un sacré frein mm. à vouloir mettre, 10 000 balles dans ta création de société. Quand, en plus, c'est ton premier jeu d'un premier studio, tu vois? Et que du coup, bah, effectivement, notre jeu, il peut peut-être faire un four et du coup, banqueroute et du coup, il y a les gens qui viennent prendre, mes mes affaires chez moi et j'ai pas trop envie de faire ça. J'ai envie de limiter la prise de risque parce que je sais que je débute dans ce métier. J'ai que 26 ans Mm. et voilà, donc pas de valorisation, pas de capital, pas de capital et du coup, bah, pas de subvention, donc pas d'argent. Donc on avait pré-recruté la team, hein. On a Ouais. que des gens, on leur a dit: «Bah, on aimerait bien travailler avec toi. Est-ce que dans le cas de figure où on a de l'argent, tu veux travailler avec nous?» Ça, ouais, j'en ai sous le coude, on avait toute l'équipe, hein. Là, tout le monde était chaud, tout le monde était motivé. Mais bah, on n'a pas d'argent, j'ai pas envie de faire du travail bénévolat. J'ai vraiment pas envie de faire ça. Hem et donc bah, c'est pour ça que dans la version light, il y aura très, très peu, enfin il y aura des mécaniques de jeu, mais le reste, ça va en pâtir, quoi. Mais enfin, ce sujet il est ultra intéressant. Après, je reprendrai la question de Kaito. Mais ce sujet est super intéressant parce que quand on voit aujourd'hui le prix des jeux, et notamment les jeux souvent qu'on voit, c'est des jeux qui sont développés par de gros éditeurs ou alors qui sont accessibles dans des Ouais. formules d'abonnement, on est un peu offusqué. Mais faut pas oublier qu'un jeu à produire ça coûte extrêmement cher. C'est bien plus cher qu'un film pour les jeux AAA. Et même pour Mmh. les jeux comme ça de petits développeurs indépendants, c'est quand on voit un jeu à 10 € souvent, et ben 10 € unité c'est rien. Et quand on voit le Ouais. Game Pass aussi, le Game Pass souvent en fait il réduit la valeur perçue du jeu parce qu'avec un abonnement, et c'est génial pour les joueurs. En soi, moi Mmh. je suis abonné au Game Pass en tant que joueur, c'est absolument génial. Pour 15 € par mois, j'ai accès à un catalogue de jeux qui est absolument démentiel. Mais C'est derrière, faut ça. pas oublier que 15 € c'est même pas parce que ce qui va coûter pour faire un jeu genre pour une personne, et il faudrait des centaines de milliers de personnes et en voir potentiellement plus pour que Mmh. ce projet devienne rentable. Donc ça c'est un sujet qui est ultra intéressant à aborder. Bah, ouais, parce que moi, enfin, c'est un truc que je me suis ça a un peu participé à mon dégoût, je disais tout à l'heure que je j'aimais pas jouer à des jeux, enfin, il y a une période où ça me cassait les couilles, les jeux vidéo et d'ailleurs ça m'a fait extrêmement peur parce que je me suis levé un matin je me suis levé un matin et je me suis dit, «Putain, mais est-ce que en fait, ça me plaît toujours ce truc-là?» Genre, je l'ai littéralement fait depuis que je suis petit, hein, comme je t'ai dit, genre, Hmm. je suis né là-dedans. Je suis en mode genre: «Ça se trouve, il y a 25 ans de construction de vie qui qui viennent de s'arrêter là» et en fait, non, ça va. Mais du coup, effectivement, quand tu vois que l'Epic Game Store, ils balancent des jeux gratuits, qu'avec Twitch Prime, tu as des jeux gratuits, avec Amazon, enfin, avec le Game Pass, tu as des jeux gratuits, donc c'est c'est cool, hein. Tu as toujours de quoi faire, tu as toujours des jeux. Mais effectivement, quand, faut vraiment lâcher tes 20 balles ou faut vraiment lâcher tes 60 balles ou tes 70 balles maintenant, parfois, 80 pour les abuseurs un petit peu. Tu ouais, c'est pas la même, hein, c'est pas le même, cheminement de pensée qui se passe. Alors que, dans les faits, les jeux, ils coûtent des millions et du coup, bah, genre, ouais, des jeux à 60 balles, faut en vendre des palettes et des palettes et des palettes, Ouais. pour rentabiliser le bousin, quoi. D'où la nécessité souvent de trouver un éditeur pour sécuriser des revenus et pour justement travailler de Mmh. façon assez tranquille sur le jeu. Du coup, je reprends la question de Kaito qui te dit, si c'est pas indiscret, le jour où votre projet est accepté par un éditeur, est-ce que vous touchez un montant fou, une grosse somme d'argent, ou bien est-ce qu'au contraire, c'est pas gagné-gagné niveau argent, niveau financier? Alors, je sais pas s'ils demandaient, combien on demandait, mais bon, c'est un truc que je peux dire parce que je suis dans une démarche, par exemple, d'être le plus Ouais, transparent et parce que, voilà, s'il y a comme des tu le jeunes sens, hein, te sens pas développeurs, forcé.
Mais nous, enfin, on demandait, dans les alentours de entre 200 000 et 250 000 € pour notre, jeu qui est à la fois une somme et à la fois quand tu prends la température, n'est pas non plus une super grande somme Mm. pour un jeu vidéo et le fait que est-ce que, c'est gagné niveau financier? Bah, en fait, pas vraiment parce que, c'est très simple. L'éditeur il va te filer, donc prenons, 250 000 balles pour que tu termines ton jeu. Il va vraisemblablement mettre la même somme pour le marketing. Donc lui, il dit: «Bah, moi, à chaque vente d'unité, il y a la part de Steam, en plus, il y a les 30 de Steam. Donc si ton jeu, il est vendu à 10 balles, donc finalement, tu vas toucher que 7 € et du coup, le mec, bah et l'éditeur, il va dire: «Bah, moi, tant que j'ai pas retrouvé mes 500 000 balles, ou mes 250 000, enfin ça dépend un peu des contrats, mais genre tant que j'ai pas trouvé ça, bah, moi je prends l'argent en premier parce Mm. que c'est moi qui ai pris le risque, en fait et du coup, bah, si tu gagnes 7 € par 7 € par 7 €, il faut en vendre énormément, de ton jeu et à la fin, quand c'est toi le développeur qui commence à toucher de l'argent, bah, peut-être que ton jeu il commence aussi à moins se vendre parce que genre tout le monde l'a pris, plus ou moins et du coup ça veut pas dire qu'après tu as les fonds pour enchaîner le second projet, quoi donc tu content parce que tu as sorti ton projet, mais ça peut aussi dire, bah, maintenant ton studio il fait banqueroute, quoi. Mm. Pas, c'est pas, hem, c'est pas inné, quoi. Genre, c'est pas validé que tu auras les sous pour ton deuxième projet, quoi. Bah, c'est super intéressant. FX, du Voilà. coup, dans le chat, vient justement un peu affirmer ce que tu dis en nous expliquant que ça dépend beaucoup du contrat que l'on négocie et que l'éditeur peut prendre en charge toute une partie des coûts. Et il fera aussi une étude en fonction de ce qu'il pense être la rentabilité finale du Mmh. jeu. Et il nous explique également, bah, du coup, je sais que FX travaille chez Dontnod en marketing, donc il a des petites billes, etc. à ce niveau-là. Il dit que souvent pour Mmh. les market, c'est entre 10 et 20% du budget de production. Mais bon, ça, voilà, ça dépend vraiment des jeux, des projets. Ouais, parce que moi j'ai toujours entendu, que c'était, genre, entre 50 voire le même prix en développement, c'était le même prix en marketing, souvent, enfin, c'est souvent ça que j'ai Après, entendu, mais après, ouais, ça dépend sûrement des projets, j'imagine, du coût de c'est développement ça, du jeu. genre, Parce que c'est clair, comme tu le dis, 250 000, ça paraît beaucoup. Mais dans le domaine du jeu vidéo, c'est très restreint, c'est très réduit. Et peut-être que là, en l'occurrence, ça coûte en tout de suite fait, plus cher. plus tu es transparent et plus tu expliques, où part l'argent parce que là, les mecs, derrière leur écran sur le stream, ils disent: «Putain, mais 250 balles, enfin 250 000 balles, mais genre what the fuck?» En mode genre: «Ouais, mais en fait, c'est réparti sur 18 mois, entre 10 personnes» et là, tout de suite, tu en mode genre: «Ah oui, c'est pas effectivement 250 000 balles pour un truc qui sort la semaine prochaine». Enfin genre, plus tu expliques comment les rouages fonctionnent, bah, plus du coup, plus tu éduques, les gens, plus tu leur donnes les clés de lecture, plus les gens ils vont arrêter de se rebiffer, pour un oui, pour un non, enfin typiquement GTA 6 en est un bon exemple avec les leaks, les mecs ils comprennent pas comment c'est fait un jeu vidéo, mais parce que, il y a toute cette culture de la boîte noire dans le jeu vidéo, les secrets, de Polichinelle, les secrets de l'industrie et compagnie. Donc voilà. C'est moi je milite vraiment pour, expliquer aux gens, enfin, comment ça marche, sans grande prétention. En tout cas, ce que Ouais. moi je comprends, Hmm. pour, bah, en fait, si tu donnes les clés de lecture, déjà tu peux parler avec ces gens-là et tout le monde en ressort grandi vers le haut, quoi. Donc, Bah, écoute, c'est vraiment ultra intéressant. Malheureusement, on arrive là sur la ouais, fin. Est-ce je que tu aurais un comprends. dernier mot, un dernier propos que tu t'aimerais tenir? Heu, Quitte à ce que je te réinvite si vraiment tu as encore plein d'autres choses à discuter avec moi. Moi, ça me fait plaisir. De toute façon, l'émission, elle est ouverte à tout le monde. heu, Donc il y n'hésitez a pas. ouais, il y a un truc qui m'est venu et là je suis en train de le perdre. Eh oui, c'est ça, c'est moi je voulais dire par exemple, que, on va sortir, Dice of Olympus et je pense qu'après, je vais essayer, par exemple, de trouver un autre métier, enfin, de rejoindre un autre studio, par-ci par-là. Donc voilà, c'est l'instant pub. Je serai sans doute sur le marché du travail, mais en tout cas, vraiment avec grand plaisir, de parler, toujours soit de SC2, hein, soit d'e-sport, soit de cast, soit de game développement, tout ça. Donc merci encore pour l'invitation. Bah non, J'espère, merci à toi. j'espère avoir, voilà, donné des bonnes réponses, que vous avez appris des trucs en venant là. Effectivement, ça fait déjà quasiment 1h10, 1h20.
C'est J'ai court, beaucoup hein? parlé, je pense, mais bon, t'as compris que parfois on me lance et j'y vais. Non, mais c'était vraiment passionnant. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Ça me fait super plaisir de vous retrouver sur cette première émission et de pouvoir vraiment profiter. Je tiens aussi à remercier une pote parce que du coup, en fait, petit spoil, mon internet a complètement crash. J'ai pas pu host chez moi, donc j'ai une pote qui m'a hébergé au dernier moment. Merci Roxane de m'avoir hébergé en urgence Big up. pour ce stream, exactement. Et puis bah merci à vous tous d'avoir été présents sur le stream aussi, d'avoir posé autant de questions, c'est assez fou. On a quasiment été 20 tout du long de cette discussion et ça fait super plaisir. Donc C'était cool. je vous embrasse très très fort. Merci à toi Anton, merci d'être venu. Ah, merci. C'était Merci pour vraiment trop l'invite. trop cool. Et puis bah pour tous les autres, on se retrouve très très vite pour de D'ailleurs, prochaines émissions. je pense que je pense moi aussi essayer de lancer un podcast. Donc, je vais essayer de Incroyable. pas trop te faire concurrence. Mais si tu veux m'inviter dans ton Et, podcast, pour moi il n'y a pas de concurrence, il n'y a que de la collaboration. c'est vrai, Voilà. je pourrais te renvoyer l'ascenseur, carrément. Exactement. Avec grand plaisir en tout cas. Merci à tous, merci d'être venus et passez une excellente soirée. À très très vite. Ciao! Ciao ciao. Bisous!